C'est l'été et la martingale est toujours là avec des épisodes rediffusés. On vous propose avec l'équipe de la martingale des super épisodes pour cet été. Parmi ceux que vous avez le plus kiffé, les plus gros volumes d'écoute ou le plus gros nombre de messages que vous avez pu envoyer par la suite. Voilà. Donc profitez bien. N'oubliez pas de partager ces épisodes à toutes les nouvelles personnes que vous rencontrez pendant l'été. Quoi, tu connais pas la martingale ? Voilà. Vous prenez leur téléphone, boum, vous les abonnez. Je compte sur vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon été. Bonne écoute. Alors, je suis très honoré aujourd'hui, presque intimidé, vu la vélocité du bonhomme sur Twitter, de recevoir quelqu'un où dès que je me réveille le matin, il y a déjà 8 notifications Twitter. Quand je me couche le soir, il y en a encore 80 que j'ai loupé. Ça va parler de bourse aujourd'hui avec Nicolas Chéran. Salut Nicolas. Bonjour. Alors, toi, t'es pas un petit nouveau dans la bourse, hein, je crois pas. Alors, tu peux faire oui de la tête, mais ça s'entend pas. Hein, donc, il faut quand même que va falloir que tu m'aides. Notamment, alors tu es chez Zone Bourse, c'est ça ? C'est bien cela. Tu fais quoi chez Zone Bourse ? Je suis stratégiste marché. Ça veut dire que je vais rédiger des analyses, que ce soit sur les indices, les actions, les matières premières. Mais je vais surtout, et c'est ce que je fais, je pense, depuis une dizaine d'années maintenant, faire de la démocratisation, de la vulgarisation, de l'éducation, notamment pour les investisseurs débutants, ceux qui découvrent les marchés financiers, et puis aussi parfois pour aider ceux qui y sont depuis longtemps à corriger le tir quand c'est nécessaire. Ouais, alors j'ai l'impression que quand on y est depuis longtemps, on peut oublier des choses. Hein. J'ai l'impression que c'est assez fréquent. On le voit même dans certaines grandes banques récemment. Il y a eu quand même quelques des petits effets de levier, des choses comme ça. Dans des grosses banques américaines, suisses, japonaises. Enfin voilà, hein, il me semble. Donc ouais, il faut pas oublier les bases de tout ça. Sans faire juste un instant promo pour Zone Bourse, juste pour bien comprendre, vous, c'en est un indirectement, mais moi je veux juste comprendre un peu, vous vendez pas de produits, hein, c'est vraiment un site d'information, c'est ça ? C'est ça. Auquel on doit s'abonner ou... Non, Zone Bourse, c'est un des plus gros portails français boursiers, avec des fiches valeurs extrêmement complètes sur 95 000 sociétés à travers le monde. On a toute une équipe d'analystes. La grosse base de Zone Bourse est à Annecy, au bord du lac. Les chanceux. Et donc Zone Bourse... Toi, t'es dans le 17e, dommage. Voilà. Surtout en ce moment, c'est plus compliqué. Mais Zone Bourse, c'est le site de l'investisseur actif. Voilà. Donc on va avoir vraiment des fiches valeurs extrêmement complètes, tous les fondamentaux de toutes les sociétés à travers la planète entière. On va leur proposer... toutes les news, toutes les cotations en temps réel, toutes les informations, et on va avoir des abonnements effectivement payants quand les gens veulent aller un cran au-dessus, c'est-à-dire avoir accès à nos screeners fondamentaux ou encore avoir accès à nos 3 portefeuilles. Screeners fondamentaux ? Bah oui, ça va être, on va choisir des notations. Sur je veux des entreprises en croissance, je veux des entreprises qui font des bénéfices, je veux des entreprises qui n'ont pas de dette, qui sont internationales, qui révisent leurs bénéfices à la hausse. On va prendre en fait toute une liste de critères dans ce screener. On va ajuster les boutons et ça va sortir comme ça des listes d'actions basées sur les critères qu'on aura voulu à un moment donné. Est-ce qu'on veut des valeurs de croissance ? Est-ce qu'on veut des valeurs de rendement ? Est-ce qu'on veut une valeur oubliée ? Ok. Donc ça va permettre à l'investisseur en fait d'affiner ses recherches. Ou bien à un moment donné, on a une thématique, par exemple les énergies vertes, et on va sortir toutes les valeurs de la planète dans les énergies vertes, et puis on va chercher celles qui sont les moins chères, celles qui ont le taux de croissance le plus intéressant, etc. Donc si je lis entre les lignes, toi t'accompagnes un peu du beginner, un peu comme moi, par la main jusqu'à des choses un peu plus complexes comme ça, essayer de comprendre un peu mieux dans quelle typologie, quelle est ta stratégie d'investissement, quelle typologie d'entreprise, que ce soit des secteurs, que ce soit des états financiers, des volumes d'affaires, des situations bénéficiaires ou non, peu importe, c'est ça, hein ? Moi, je vais leur donner des clés de lecture parce que, en fait, ce que j'ai remarqué après 15 ans de bourse, c'est que si on a, on va dire 500 000 investisseurs actifs en France, il y a 500 000 profils. On est tous différents.
Et ça dépend vraiment de la personne, ton appétit pour le risque. Certains vont dire qu'ils sont bons pères de famille alors qu'ils risquent 10% sur une seule valeur dans leur portefeuille, alors que d'autres, c'est 10 fois moins. Certains... Moi, je suis bon père de famille. Je fous l'Ethereum et Bitcoin, moi. Voilà. Ça marche, ça? Bah, c'est que tu as une notion de bon père de famille qui est bien particulière. C'est là où c'est intéressant, si tu veux. C'est que tu vas parler du profil bon père de famille, mais 10 personnes vont avoir un profil bon père de famille totalement différent. Comme j'ai mis toutes les économies de mes enfants en Bitcoin il y a 1 an, bah, tu vois, je suis bon père de famille. Bravo, tu es un bon père de famille diversifié, c'est magnifique. C'est pas vrai, hein, je tiens à le noter. Non, mais voilà, on essaye d'accompagner tous les profils, du trader de court terme à l'investisseur, moyen terme ou même long terme. Et puis moi, je suis là, voilà, pour décrypter les éléments, essayer d'expliquer pourquoi, par exemple, les marchés financiers sont au plus haut historique alors qu'on sort de la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale, des choses comme ça. Leur parler des stratégies des banques centrales, des liquidités, des stratégies des meilleurs fonds d'investissement, décrypter certaines publications. Par exemple, parfois, tu vas avoir une société qui va publier des résultats meilleurs que prévus, mais elle va botter en touche sur ses perspectives. Et le lendemain de la publication, elle va faire moins 10. Voilà, ouais. Et certaines personnes ne comprennent pas ça. On a eu ça récemment sur des valeurs dites Covid, de ceux qui fournissent des tests, des diagnostics, etc. Ces valeurs, en fait, ont gagné 60 à 80% en l'espace de 6 à 8 semaines. Et puis, le jour de la publication des résultats, elles ont reperdu 10-15% et elles ont continué de chuter pendant une semaine. D'une part, parce qu'il y avait un phénomène on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Donc, tu vois, les investisseurs avaient anticipé ces bonnes publications et lorsque la publication sort, ils ont tendance à prendre leurs bénéfices. Et puis, d'autre part, parce que ces sociétés ne donnaient pas de visibilité suffisante pour que les investisseurs restent dessus alors qu'on parle, ou qu'on espère du moins, la fin de l'épidémie de Covid. Tu as dû vivre un certain nombre de montagne russe depuis, en effet, alors, tu dis 15 ans de bourse, donc t'es arrivé un tout petit peu avant les subprimes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc tu vis ta deuxième grosse crise, on va dire, là. Exactement. Alors, pour tout te dire, je suis venu en bourse, j'ai découvert la bourse à cause de la crise de 2000-2001. Ok. 2000-2001, j'ai seulement 16-17 ans et je mets quelques maigres économies sur des SICAV. J'allais te poser la question. Voilà, es-tu impliqué toi-même, tu vois. Voilà, et puis à 18-19 ans, au moment où je me dis, je suis adulte, je vais aller en école de commerce, j'aurais peut-être besoin d'un petit peu de sous. Là, j'ai ouvert mon compte sur ces fameuses SICAV et j'étais à moins 50%. Et ce jour-là, je me suis dit... Si même les professionnels qui, en banque, te proposent de l'épargne à moyen long terme plutôt safe font du moins 50, il y a sûrement moyen de faire mieux. Et c'est un peu comme ça que, bon an, mal an, par curiosité, je me suis intéressé au monde de la bourse. J'ai commencé à investir, j'ai fait mes premières belles opérations, puis j'ai pris mes premiers gadins. Et c'est là que je me suis dit, je vais creuser. Et donc, j'étais rentré chez un premier courtier. Et puis, j'avais découvert Zone Bourse. En fait, Zone Bourse, j'y étais déjà il y a 10-11 ans. D'accord. Et j'ai commencé ma carrière en plein krach boursier en 2008 chez Zone Bourse. J'étais assistant d'un gérant à ce moment-là. Et je pense que j'ai jamais autant appris, oui, effectivement, sur cette année-là. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de pas mal de choses, évidemment, mais aussi j'ai l'impression de forme de dichotomie, je vais pas te dire que tu es bipolaire non plus, mais qu'on peut avoir entre le trading rapide dont on a parlé ici sur un super épisode dont tu m'as reparlé aussi, qu'on a préparé avec Tarek El Marik sur vraiment alors moi mon idée était de voir comment ça se passe quand on veut prendre beaucoup de risques, etc. Mais voilà, le trading presque haute fréquence, en tout cas souvent c'est fait avec des algos là, mais au moins tout seul, ce que je sais pas faire, je pratique pas, et on va dire le trading plus long terme. Alors l'investissement dans ces cas-là. L'investissement, voilà. En fait, si tu veux... Explique-moi. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'investissement en bourse, si tu veux, il est mal connoté en France. Souvent, on parle d'investir en bourse, alors on parle de spéculation, des méchants actionnaires, des salaires des patrons, des choses comme ça, et c'est un petit peu dommage. Et je pense qu'il y a un manque de culture économique et financière. La bourse, c'est investir, et c'est l'aventure d'une vie.
Parce que je pense que quand on devient investisseur boursier à 20, 30 ans, on le reste peut-être jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, c'est quoi la bourse ? C'est investir dans des belles sociétés, suivre des aventures, créer de l'épargne, peut-être pour compenser ou compléter une retraite qu'on n'aura pas. Aujourd'hui, on galvaude en quelque sorte l'investissement en bourse en parlant de trading. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a différentes catégories. Et on va le voir, des pourcentages très intéressants en termes de gagnants-perdants chez les particuliers. Tu as le style du très très court terme, et tu en as discuté avec Tarek, en plus du trading algorithmique, c'est ce qu'on appelle le scalping. Donc c'est un trader qui va rentrer et sortir toutes les 5 minutes sur le marché. Tu as des traders qui sont des traders intraday, donc ils vont acheter le matin, ils vont vendre l'après-midi. Et tu as des swing traders, qui sont des investisseurs qui vont acheter une action parce qu'elle est à la mode, parce qu'elle a publié des bons résultats, parce qu'il y a des spéculations sur une opération capitalistique par exemple, et c'est un trade qui va durer quelques jours. Ça, c'est du trading. Et dans le trading, on a entre 75 et 95% de particuliers perdants. Alors attends, on reprend. Ok. Là, je t'ai choqué. Ouais. Entre 75 et 90% de particuliers perdants. C'est-à-dire que quand on regarde vraiment l'activité de trading, très court terme, quelques minutes, quelques heures à quelques jours, c'est un métier. C'est un métier. Et comme je le dis souvent à mes nouveaux lecteurs, on ne devient pas pilote de F1 en faisant 3 tours de karting le dimanche après-midi entre copains. Voilà. Et c'est vraiment un métier que de suivre les marchés, d'avoir les flux d'informations, les flux de cotation, des techniques de trading. Et puis, c'est un métier parce qu'il faut être devant, tout simplement. Alors, on peut l'être avec son téléphone, etc. Mais pour quelqu'un qui travaille de 8 à 19 heures, qui n'est pas devant les marchés, qui peut pas comme ça, à chaque pause, se mettre devant son téléphone, c'est impossible. Je t'ai vu tweeter d'ailleurs ça 1 ou 2 fois en disant c'est toujours quand t'es en réunion, justement, quand c'est pas ton métier, qu'il se passe les gros trucs et que t'as 1 heure de réunion, en fait, tu te fais éclater sur cette heure-là, quoi. Complètement. Le problème dans ce que tu dis, alors on va revenir sur la suite, hein. Là on est passé sur la partie trading, scalping, intraday, swing trading, donc on a vu les 3, voilà, on dit ça c'est un métier. Vous êtes pro, pas pro. Si vous êtes pas pro, vous avez 75, 80, arrondir 80, 85% de chances de vous faire éclater. Donc voilà. C'est ça. La problématique, c'est qu'on a toujours ce sentiment d'être meilleur que les autres, tu vois. Oui. Quand je te dis, tu me dis le pilote de Formule 1, je te dis ouais, mais moi en kart, je t'éclate, quoi, tu vois. Donc du coup, comme je t'éclate en kart, mais comme on est 200 000 à éclater les autres en kart, en fait, j'exagère, mais tu vois, c'est cette espèce de côté un peu genre coquille, bêta, idiot, enfin, tu vois, qui nous fait, qui, j'imagine, donne des ailes à beaucoup de gens. Hein. Ah bah, qui nous fait miroiter parfois des gains mirobolants, puisque parfois sur des positions intraday, notamment sur des produits à effet de levier, que ce soit les indices, les monnaies ou encore maintenant les cryptos, on peut faire des gains extrêmement rapides. Et tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis la 8e fois, tu perds tout, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, moi, je sais te multiplier un compte par 2, 3 ou 4 assez rapidement. Je peux te le faire toutes les semaines, mais je vais aussi tout perdre derrière, puisque pour réussir à faire x2, x3, x4, faut de toute façon être en risque maximum. Donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Et c'est souvent les gens qui ont des petits comptes ou bien des gens qui sont intéressés par la recherche de gains rapides qui vont justement se frotter à l'activité de trading. Et il faut bien faire la ségrégation aujourd'hui entre trader, qui est un métier de professionnel, et investir à moyen et à long terme. Après, ça peut être de 6 mois à 20 ans. Il y a aussi plein de profils différents dans les profils de l'investisseur. Et dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde cherche des gains rapides sur des small caps ou sur des crypto-monnaies, je pense qu'il serait bien de remettre un petit peu l'église au milieu du village et d'expliquer aux gens que plus on investit sur du long terme, plus la possibilité de faire du rendement est importante. On peut pas le montrer, ce petit graphique, mais je te le montre quand même. Un investisseur sur les 90 dernières années, sur les marchés américains, lorsque tu investis à 1 an, tu as 30% de chances de pouvoir te retrouver en perte. Lorsque tu investis à 10 ans, tu n'as plus que 5%. Lorsque tu investis à plus de 20-25 ans, pratiquement 100% des investisseurs sont en gain. Parce que la bourse, c'est écrit, monte depuis son existence, depuis 200 ans de bourse. On a des marchés qui ne font que monter. Simplement, il faut savoir lisser cette performance. Alors moi, je suis presque étonné parce que je pensais que c'était quand même plus que ça. Je pensais que sur 20 ans, alors si tu investissais, alors là, ça prend quel type de valeur? Parce que moi, je pensais que sur 20 ans, tu gagnais 30% ou 40% sur la bourse, sur un indice, je veux dire. Oui. Ouais, c'est ça.
Non, parce que là, je vois que Ça, c'est le pourcentage de personnes qui sont en perte. Ok. Donc, sur un an, il y a 30% de personnes qui sont en perte. Sur 2 ans, il y a 23%. Sur 3 ans, sur 5 ans, il y a 21%. Sur 10 ans, donc il y a très peu de personnes qui sont en perte sur 20 ans. Ouais. Même il y a que 5% des gens qui font vraiment n'importe quoi, en fait, pour être perdants. Ça peut être ça, oui. Et si jamais ils se mettent sur l'indice, en revanche, à l'inverse, sur ces durées-là, ils font plus 100%. Ouais. Des Ça, taux, ce sont les performances moyennes en fait d'un investisseur sur 80 ans. Et oui, la bourse. Prenons un chiffre tout bête. Pareil, encore un problème d'éducation financière en France. Souvent, on me dit le CAC 40 est actuellement à 6300 points. Il est revenu sur ses sommets de l'an 2000. Qu'en pensez-vous ? En fait, en France, on étudie mal la situation. Déjà, on regarde le CAC 40 au lieu de regarder le CAC 40 dividende réinvesti. Le CAC 40 GR, Gross Return. Le CAC 40 normal, il était à 7000 points en l'an 2000, il est à 6300 points aujourd'hui. Donc tu as l'impression que si tu as gardé tes actions pendant 20 ans, tu as perdu de l'argent. Ouais. En fait, quand tu es un investisseur de long terme, on est d'accord que tu gardes tes actions en portefeuille et que tu touches tes dividendes. Oui. Donc on va étudier le CAC 40 dividendes réinvestis. Ce dernier était à 7000 points en l'an 2000 au plus haut des marchés. Il est à 18 000 points aujourd'hui. Ok. Voilà. Donc, tout ça pour dire que pour l'investisseur français, sur 30 ans, sur 20 ans, sur 10 ans, être en bourse est rentable. Le CAC 40 est un indice performant. Et même si tu as acheté en l'an 2000, en haut d'une crise, avant un crack, avant 2008, avant le Covid, tu es aujourd'hui à 80% de gain. Alors, donc, juste pour résumer, finalement, la différence entre le trading et l'investissement, c'est une question de durée de détention de titres ? Ah bah totalement. Mais okay. c'est le swing trading va jusque quelques jours, quelques semaines. Je dirais que l'investissement commence à 3-6 mois. Okay. 3-6 mois et plus. Pour avoir juste l'autre côté tu disais donc en trading, donc ça veut dire si tu es sur scalping intraday, je les répète exprès, hein, donc scalping très 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 court terme, quelques minutes, intraday dans la même journée, swing trading, tu viens de le dire, de quelques semaines à quelques mois, t'as en 80 et quelques % de chances de te faire éclater si tu es un particulier. Oui. Si tu es un professionnel, est-ce que tu connais les proportions là-dessus de gains est-ce qu'ils gagnent tous en... Ah non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est ça qui est intéressant. On dit souvent en bourse, les particuliers perdent, les professionnels gagnent. En fait, c'est pas du tout le cas. Tous les ans, il y a des hedge funds qui disparaissent. Tous les ans, on apprend qu'il y a des banques ou des fonds d'investissement qui ont fait des grosses pertes. Donc après, ce qu'il y a, c'est que ça se nettoie naturellement chez les professionnels. Tu as des traders qui sont en salle. S'il est en gain, il reste. S'il est en paire, il sort. Mais... c'est aussi des marchés avec des outils de professionnels pour professionnels, ultra connectés toute la journée, avec des flux de cotation et des flux de news ultra rapides, ce qui leur donne des avantages sur le trader particulier. Et de logiciels de plus en plus performants aussi, oui. de trading haute fréquence justement. Si on va sur ce terrain-là, oui, tu as carrément des banques qui déménagent à côté de grandes antennes parce qu'elles savent que ça va aller plus vite pour passer l'ordre et qu'elles vont pouvoir gagner sur cette différence-là. Donc on peut pas lutter sur ce terrain-là. Là où l'investisseur peut lutter, c'est encore une fois sur le moyen long terme. Ce qui est bien pour l'investisseur action aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'outils et de matériel éducatif et d'informations sur les sociétés que l'on souhaite analyser. Okay. Donc ça donne, pour ceux qui veulent creuser, en tous les cas, le moyen d'être armé, de pouvoir valoriser une société et de parfois pouvoir tenir cette société dans des périodes un peu plus difficiles, voire même d'être assez confiant pour racheter des actions dans une baisse. Je réécoutais la semaine dernière le podcast que tu as fait avec Marc Fiorentino sur les investisseurs value et momentum. C'est vrai que les investisseurs value avaient été délaissés ces derniers temps et que depuis quelques mois, là, ils sont de nouveau sur le devant de la scène, puisque maintenant que tout a été joué, en quelque sorte, toutes les valeurs de croissance, tous les indices, on est revenu un petit peu sur ce que les gens savent faire. C'est l'effet de la martingale. Depuis qu'ils ont écouté la martingale, ils se sont tous retournés vers le value. Je les comprends. Sachant qu'on est pas dans un podcast non plus de professionnels, on va dire d'amateurs éclairés, très éclairés. Je sais qu'il y a quand même des gens très éclairés non, mais surtout qu'on traite beaucoup de sujets, mais je veux pas rentrer dans, éventuellement, en tout cas c'est pas le sujet du jour sur le trading à proprement parler. Si on vient sur l'investissement, alors ce qui est délicat en effet, c'est là où je disais, c'est qu'on sent quand même que chez Nicolas Chéron, il y a une envie d'être
sur de l'investissement quand même, et c'est quelque chose qui te plaît. Et à la fois, toi, tu tweets 1 million de fois par jour et tu fais des notes et des tas de choses dans ton métier. C'est aussi de dire, bon, il y a ça, c'est bien, là c'est mieux, là on y va, là on n'y va pas, etc. etc. Donc ça doit être un peu dans ta tête compliqué, non, tout ça ou... Bah, on est plusieurs, mais ça se range. Hein. Non, c'est vrai que on a toujours envie d'aller vers le court terme, d'aller vers l'actualité chaude, d'aller vers ce qui se passe sur telle ou telle valeur. Et c'est vrai que ça, c'est mon métier et c'est le côté passionnant des marchés financiers. Tous les jours, il se passe des choses. Tous les jours, on a envie de commenter. Maintenant, c'est vrai que l'investisseur action moyen terme doit réussir à se sortir un petit peu de ce bruit. Doit éviter l'hyperconnexion. On a deux choses. Aujourd'hui, on a la digitalisation qui engendre de l'hyperconnexion. Du coup, on se connecte à son compte Boursorama ou Bourse Direct. Je crois qu'il y a des chiffres qui étaient sortis. Les investisseurs peuvent regarder jusqu'à 100 fois par jour la cotation de leur portefeuille. C'est quand même dingue. Et tu vois, ça n'aide pas au fait de rester tranquille, de garder ses actions et puis de viser le moyen long terme. Et puis, il y a aussi la gamification. Avec des applications plus ludiques, avec des cotillons quand on passe un trade. Tout ça, en effet, tous les jours, ça c'est sûr. On t'envoie des emails, on t'envoie du push, on te dit il y a ça qui bouge. Fait 6,7% sur ton portefeuille depuis hier. Il y a toujours les plus, mais rarement les moins. En l'occurrence, effectuer un dépôt. C'est vrai. Mais c'est vrai que... C'est vrai que tout ça, ça a tout changé parce qu'en l'occurrence, alors on va pas revenir sur ce monde d'avant, mais bon, avant tu regardais tes cotations sur ton quotidien, quoi, dans les longues pages derrière, tu voyais des infos et puis bon, t'appelais ta banque, puis 2 jours après, il passait ton ordre, quoi. Donc c'était pas exactement la même chose. T'as un peu plus l'impression d'être en salle de marché toi-même avec ton smartphone, donc c'est intéressant. Mais c'est pour ça, ma question était pas anodine, hein, c'est que c'est un peu cette bipolarité qui nous anime tous là-dessus, c'est que tu passes ta vie, on en parlait, je crois qu'au moment où on s'est appelé, il y avait eu un peak down sur les cryptos et en particulier les bitcoins, et j'avais eu quelques heures avant un échange avec plein de monde et moi j'ai une stratégie, j'en ai parlé ici sur les cryptos, c'est la mienne, hein, je vous la recommande pas, attention, hein, moi encore une fois je suis totalement nouveau là-dessus, un jour ça finira par descendre big time et voilà, mais qui est plutôt donc ce qu'on appelle du dollar cost averaging, donc DCA, j'y vais petit à petit, vous commencez à connaître, mais il y a quand même des nouveaux qui arrivent sur la martingale, donc je les explique à chaque fois. Donc toutes les semaines, je sais pas, je mets 50 €, 100 € tous les mois, etc. Un peu plus sur différentes cryptos. Et là, il y a un drop sur le Bitcoin de 20%, 25%, je crois, enfin 20%. Et donc, je suis dans cette discussion et là, les deux avec qui je suis disent, ouais, il y en a un qui dit j'ai vendu. Puis là, l'autre qui est en train... Moi, je suis le plus conservateur là-dessus, donc je le sais. L'autre qui est un peu entre les deux, mon associé Laurent, qui se dit ok, je crois que je vais vendre. Et là, dans ma tête, t'as forcément ce truc où tu dis ok, c'est pas ma strat, mais je crois que je vais vendre aussi, tu vois. Et j'ai tenu, mais c'est quand même hyper dur, quoi. Alors, je vais pas rentrer dans de la psychologie, mais comment tu fais, toi, en étant à la fois sur ces deux terrains du trading et de l'investissement? Est-ce que tu as des secrets? Enfin, c'est des choses dont vous parlez, j'imagine, souvent, que tu évoques dans tes tweets et dans tes contenus? Je pense que ce qui est extrêmement important, c'est le plan de départ. Souvent, quand quelqu'un me dit « je suis sur telle action, je gagne 30%, est-ce que je dois couper ?» ou « je suis sur telle action, je perds 20%, est-ce que je dois la couper ?» Je fais « mais quel était votre plan de départ? Pourquoi vous avez acheté cette action? Est-ce que vous visiez 20 et vous avez dépassé votre objectif, auquel cas il serait pas mal de prendre un petit peu de gain pour nourrir votre cerveau et faire baisser votre niveau de stress? Ou est-ce que vous avez acheté cette action en fait pour les années à venir, auquel cas vous n'avez pas à vous poser la question? Sur les cryptos, pourquoi es-tu rentré? T'es rentré parce que tu vois la digitalisation, tu vois ce nouveau monde qui émerge, on ne sait pas où ça va aller, personne ne peut définir à l'avance le prix, mais on voit qu'il y a une adoption planétaire des volumes qui rentrent, des banques centrales des banques centrales qui s'intéressent à la chose, des banquiers, des grosses banques américaines qui rentrent dedans. Et donc, si ton plan de départ, c'est de dire j'investis dans les cryptos pendant 10 ans, je fais du DCA, donc du dollar cost average, que j'adore comme pratique, tu ne bouges pas, mais c'est toujours se rappeler à son plan de départ, en fait. Ouais, et quand on n'a pas, il faut essayer de t'en donner un jour. Comment dire, inverser ta psychologie. C'est-à-dire que j'avais quelques petites citations là que j'avais mis de côté. Bruce Greenwald, par exemple, qui dit « Sur le marché boursier, les mauvais jours n'existent pas. Lorsque le marché est en baisse, vous aurez de bonnes affaires à acheter à bas prix. Lorsque le marché est en hausse, les bonnes affaires auront disparu, mais vous serez riche. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu inverses ta psychologie, le jour où le Bitcoin
descend, t'achètes. Et va perdre potentiellement 15 à 20% plutôt que de te dire zut, faut que je sorte, c'est la fin du bull run, du marché haussier, tout le monde va flipper. C'est de te dire si on perd 15%, je vais préparer mes ordres d'achat pour continuer de compléter ma stratégie de moyen long terme. La situation n'a pas changé, l'avenir des cryptos n'a pas changé, ton avis dessus n'a pas changé, donc tu dois absolument te tenir à ton plan de départ, à la stratégie que tu t'étais fixée, puis essayer peut-être d'éviter d'écouter tous les bruits ambiants. Ça, c'est extrêmement difficile. Ce qui est difficile, mais je suis d'accord, et c'est une très bonne remarque, se dire pourquoi j'ai tout ça, à quoi ça va me servir, et voilà. Et c'est vrai que, alors c'est Géraldine Métifeux sur un épisode récent avec qui j'ai tourné, qui me disait aussi, tu vois, pourquoi t'as ça sur ces actions, sur ces cryptos, et elle me disait à un moment, si t'as fait plus 100%, réfléchis aussi à peut-être couper la moitié, tu vois, et te dire t'as investi 100, t'as gagné 100, prends tes 100, paye-toi des vacances et fais des cadeaux autour de toi, et puis tu auras toujours tes 100 de départ finalement, c'est bien, tu vois. Donc c'est une stratégie, j'ai pas osé le faire encore, je sais pas pourquoi, j'ai trop peur de passer à côté des trucs, mais c'est vrai que ce qui est compliqué aussi avec les cryptos, parce que t'en parles aussi un peu quand même, et c'est un sujet qui t'intéresse, c'est que tu vois, comparativement à, peu importe, même si Apple, on peut se dire, ou Tesla est survalorisé comme les cryptos, etc., on se dit, finalement, demain, ils vendront toujours des ordinateurs et des petites Airphones, je sais pas comment on les appelle, AirPods. Et des smartphones, et peu importe. Et donc, ils seront toujours là, et ils sont toujours bons. Et voilà, la crypto, tu te dis, en fait, ça se trouve, c'est juste, on a tous fumé en même temps, une sorte de cannabidoïde collectif, j'en sais rien. Et puis, tout ça va disparaître, quoi. Enfin, ou j'en sais rien, tu vois, c'est une hallucination. J'en ai absolument aucune idée. Et j'imagine. En fait, pour tout te dire par rapport aux cryptos, pour revenir un peu sur l'histoire, 2016-2017, les cours s'envolent, partent en hausse parabolique. Surmédiatisation, nouveaux entrants. En décembre 2017, je fais une interview et j'explique qu'on est sur une bulle majeure. On a un nombre de recherches sur Google du comment je peux acheter des cryptos avec ma carte bleue avant Noël. Donc tu vois, on était sur une bulle et j'avais vraiment décrié les cryptos, et je pense qu'à ce moment-là, je faisais partie des spécialistes de la bourse traditionnelle. Ok. Et en 2018-19, j'ai commencé à suivre certaines personnes comme Grégory Raymond, que tu as interviewé. Tu n'interviews que les bons. Écoute, je sais pas si j'ai ma place ici, mais tu interviews des très bons. Tout le monde m'en dit plein de bien. Hier, c'était Charlie Perrault du JDN que j'ai croisé récemment. Je vois Charlie dans une heure. Tu l'embrasseras pour moi. Et si tu veux, c'est voyant tout ce microcosme qui était en train de se créer autour des cryptos, des applications, des volumes, des banques qui s'y intéressaient, etc. J'ai vu qu'il y avait un changement d'état d'esprit, et je me suis dit, Nicolas, t'as 36 ans, ce serait quand même un peu dommage de rentrer tout de suite dans la catégorie des vieux cons. Voilà. T'as les cheveux blancs, mais quand même. Je suis encore jeune et je me suis dit, il faut vraiment que tu creuses la chose. C'est vrai que la finance traditionnelle tape contre les cryptos, c'est tout à fait normal. Elle vient leur piquer des parts de marché, ça vient piquer des clients pour les courtiers. Mais c'est peut-être l'avenir, c'est peut-être la digitalisation avec des monnaies qu'on va utiliser pour payer, pour même se rémunérer sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment... Et alors, tu touches un point intéressant, c'est que en fait, si on est beaucoup à penser ça, et que c'est une hallucination collective, puisque c'est une étude en fait, comme l'or en fait. L'or, je sais pas pourquoi ça vaut autant, mais on aurait pu dire finalement. Sa rareté. Oui, oui, peu importe, pas comme le Bitcoin en fait, tu vois. Oui. Et finalement, si cette hallucination collective dure 40 ans, et qu'elle s'imprègne de plus en plus avec de plus en plus de jeunes qui ont de plus en plus d'argent et qui y croient de plus en plus, et que ces vieux de la bourse n'y croient pas, finalement, elle va monter. Donc voilà, faisons en sorte qu'elle tienne tous ensemble. Et puis c'est un peu ça quand même. Mais le dollar cost averaging permet justement de pouvoir rentrer sur ce marché, de faire des cryptos sur le moyen long terme, mais il faut avoir une vision, un plan de départ à long terme, à 3, 5 ans, 10 ans, et de se dire,
Bah, c'est comme d'habitude, hein. C'est une part de son épargne que l'on est prêt à perdre, hein, on le rappelle. Et de se dire, bah, cette partie, je la mets sur vraiment le monde des cryptos. Je pars du principe que j'en ai pas besoin, que je vais renforcer ma position avec le temps. Dans 10 ans, j'espère que j'aurai une belle surprise. Et puis, qui vivra verra, quoi. Mais on parlait des différents profils tout à l'heure, mais il y a beaucoup de porosité. En fait, si tu veux, pour moi, un investisseur peut faire aussi du trading. Enfin, on peut faire de tout, mais je pense que en général, qu'on fasse de la crypto, des actions ou autre, ce qu'il faut, c'est se diversifier, c'est gérer son risque. Enfin, tu vois, je savais pas si tu allais me poser la question, mais pour moi, un investisseur action aujourd'hui se doit d'être diversifié, donc d'avoir peut-être une poche crypto-monnaie qui peut aller de 1, 3, 5 à 10, 15% en fonction de son profil et de son aversion au risque. 15% de son patrimoine ou de son portefeuille? Portefeuille d'actions. Okay, ouais. Alors, tu raisonnes patrimoine global, tu vas avoir de l'immobilier, du cash, et puis tu vas avoir la part investissement. Okay. Et dans l'investissement... La tienne, elle est de combien, ou ce que tu dirais, toi, je sais pas, ce qui... More or less. Bah, moi, j'ai plus investi dans des startups, en fait, si tu veux, dans le private equity. Parce que le problème, c'est que si je mets tout en bourse, je suis 100% en bourse. Mon métier dépend de la bourse. Ouais. Donc si demain, la bourse se casse la figure, que je perds mon job parce que les sociétés de bourse ont moins d'argent, j'ai tout perdu. Donc je ne peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc moi, j'ai diversifié sur des parts de start-up, de sociétés, d'amis. Private equity, donc c'est non coté. Hein. C'est ça. Et j'ai pris des parts dans 3 sociétés ces derniers temps, 2 en bourse et puis une complètement dans l'ingénierie, quelque chose de totalement différent que je connaissais pas, mais je trouvais ça intéressant. Et puis les métaux. L'or et l'argent. Ouais. L'or et l'argent qui sont pour moi des moyens de diversification intéressants. Et ça, tu l'achètes en bourse, du coup? Alors, j'ai de l'argent physique. Okay. Mais le problème de l'argent physique, si tu veux, c'est que si tu en achètes pour 50 000 euros, tu peux construire un mur de ta maison avec des lingots. Donc, on va dire que c'est pour le fun et une petite proportion. Et j'ai de l'argent papier sur des comptes à moyen terme, sur des ETF notamment ou des CFD. Et donc, je te disais, pour l'investisseur... Voilà, aujourd'hui, on me dirait, qu'est-ce que tu penses d'un investissement moyen terme plutôt diversifié? Je dirais, voilà, vous pouvez avoir entre 5 et 15% de crypto, 5 à 15% de métaux. Donc, c'est une poche qui varie de 10 à 30% du total. Et ensuite, il te reste 70-80% de ton épargne boursière. Et là, j'aurais tendance à dire qu'il faut plus de 50% sur du long terme, plus de 50% sur de DCA, qu'on peut faire notamment via des ETF. MSCI World. ETF, c'est donc des trackers d'indices, hein, c'est ça. C'est bien ça. Et CFD? Les CFD, c'est des contrats pour la différence. C'est des produits indexés sur les cours d'un actif ou d'une action. Et c'est les brokers qui se sont créés ces 10-15 dernières années pour pouvoir permettre d'accéder à un peu tous les marchés avec un seul compte. Alors ça, c'est quand même vraiment un truc de fou, ces CFD. Si je comprends bien, on arrive à recréer virtuellement... par des calculs hyper complexes, un indice sans avoir aucune action de l'indice. On veut dire typiquement la valeur de telle, je sais pas ce que ça peut être, mais de telle chose, aujourd'hui c'est 100, elle va évoluer exactement pareil selon ce portefeuille dans lequel tu vas avoir et de l'or et des actions Google et des choses comme ça, et à la fin tu vas avoir un truc qui suit exactement l'autre. Le courtier en fait te donne exactement les mêmes cotations que le marché, et ensuite quand tu vas passer un ordre par exemple sur un indice, lui va devoir se couvrir, donc passer la transaction sur le vrai marché pour pouvoir donner tous les ordres à ses clients. Alors que dans l'ETF, tu as vraiment des bouts d'action dedans. C'est la différence. Okay. Donc tu peux avoir par exemple un CFD CAC 40 dans lequel tu as 0 action du CAC 40 en propre, tu détiens rien, et l'ETF, tu vas détenir... Exactement. Il vaut mieux détenir des actions qui sont des véritables parts de société. On peut aller à l'Assemblée Générale que de faire du trading sur... tu vois, j'utilise le mot trading. CFD, c'est trading. Forex, c'est trading. Action, c'est PEA, compte titre, et puis PEA grandement pour justement profiter de la fiscalité. Mais pour finir... Voilà, je dirais que tu as un portefeuille équilibré, un peu de crypto, un peu de métaux, des actions, moyen-long terme avec du DCA sur des ETF ou des grosses actions de rendement, des gros dossiers que tu aimes bien. Moi,
va savoir pourquoi, tu vois. Depuis 20 ans que je fais de la bourse, pour moi, Total, c'est un fleuron français qui rapporte près de 10% par an, qui est stable, qui à long terme, je pense, percera parce qu'elle se réinventera, elle ira dans les énergies renouvelables, etc. Voilà, pour moi, Total, c'est un dossier de long terme à détenir en portefeuille. Pour d'autres, c'est Air Liquide. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, juste je note une chose, c'est que quand même, j'espère que c'est pareil pour une partie de mes auditeurs, nos auditeurs qui nous écoutent, c'est que quand tu me dis du DCA sur des EDF et des CFD, tu vois, je me dis, il y a 2 ans, j'aurais rien compris. Ouais. Et donc, c'est intéressant de voir comment, là même, rien que dans cet épisode, on réexplique tout ça, donc c'est bien, ça rentre. Tu vois, Total, c'est vrai que moi, j'ai quand même ce truc à l'intérieur où je me dis, en fait, ça a tout cassé pendant 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Enfin voilà, évidemment, parce que moi, je vais à la pompe pour remplir, tu vois, mon véhicule. Mais là, j'étais quand même en train de me dire, en branchant dans mon parking ma voiture, quand même, je vais y aller moins à la pompe, quoi. Et j'aurai vraiment moins besoin de la pompe. Alors, et en effet, ils vont produire de l'électricité, ils le font de plus en plus pour produire. Mais en tout cas, typiquement, il y a quand même l'essentiel, alors je sais pas d'ailleurs si l'essentiel de leur argent est fait dans les pompes ou dans la raffinerie ou dans d'autres choses, mais dans la production. Mais tu vois, je me dis, il y a quand même un truc qui cloche dans le machin, tu vois, c'est des pétroliers, quoi. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, Total vend plus de gaz que de pétrole. Okay. Tu vois, et vend bien plus en raffinant que avec son système de pompe. Donc après, il y a les images qu'on se fait des sociétés. Et des fiches que vous faites pour expliquer ce genre de choses. Exactement. Ouais. Exactement. Puis sur des grands groupes comme ça, tu as aussi les déclarations régulières du président de Total qui expliquait que d'ici 2030, voilà, la part d'énergie renouvelable dans le chiffre d'affaires de Total ne va faire qu'augmenter. Donc moi j'ai un côté un peu instinctif sur certaines choses. Alors souvent c'est vrai aussi que c'est certaines valeurs tech par exemple que je peux connaître assez bien, dans lesquelles moi je me dis en effet tu vois, je vois pas comment telle ou telle chose je rentre dedans, ou c'est mon métier en l'occurrence cette fois-ci, et je vois je sais pas moi et je me trompe aussi probablement, mais des Alan, des Conto, des gens comme ça, alors qu'ils sont pas cotés, mais où je me dis tu vois ils sont tellement forts sur plein de choses qu'en fait si je peux mettre de l'argent dedans, j'y vais. Mais ça, je connais, parce que c'est mon métier. Donc toi, ce que tu dis, et ce qui est intéressant, j'imagine, que ce soit chez Zone Bourse, chez d'autres, d'ailleurs, peut-être dans le Figaro ou dans plein d'autres endroits, je sais pas, je connais pas, je vais pas citer tous les conduits en direct, on n'est pas là pour ça non plus, mais je veux dire, quand tu as ces fiches-là ou ces choses comme ça, tu peux aussi te faire ton propre opinion sur te dire, ok, ça j'y crois pas, et je me mets dedans et je reste longtemps, quoi. C'est un peu l'idée. Oui, exactement. Sur le trading, on a parlé de scalping, intraday, swing trading. Sur l'investissement, est-ce qu'il y a des grands, je sais pas, courants, stratégies? Est-ce que tu as des... alors, tu m'avais parlé de compounding. Ça, c'est le concept des intérêts composés. Et puis, je voulais reprendre notre cher Warren Buffett. Ouais. On a Jeff Bezos, qui demande à Warren Buffett pourquoi tout le monde ne copiait pas sa stratégie d'investissement simple pour faire fortune comme lui. Et Buffett répond parce que personne ne veut devenir riche lentement. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Et si tu veux, c'est le concept des intérêts composés. Plus tu vas garder ton portefeuille sur le long terme, plus tu as des valeurs qui vont augmenter, plus elles vont te donner des dividendes importants. Et donc, plus ton portefeuille va comme ça te rapporter des intérêts qui, à long terme, vont te faire exploser en termes de performance. Alors, c'est un débat beaucoup plus philosophique que technique que ça, mais cette phrase, moi, m'a interpellé énormément, parce que tu vois à la fois la vision, et voilà, un Warren Buffett qui est connu pour pendant très longtemps prendre des avions de ligne, pas trop bouger de chez lui, Omaha, c'est ça, lui il vient de l'oracle d'Omaha, c'est ça, et voilà, enfin d'être finalement très peu dépensier, d'être dans la même maison depuis 50 ans, etc. Et donc très bien, mais c'est vrai que tu te dis aussi à la fois gagner beaucoup d'argent sur le très long terme, c'est très bien, mais finir très 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 riche, je peux rajouter beaucoup de très très à 90 ans, bon, ok, mais what so for, what, quoi. c'est ça, tu vois pourquoi, tu vois, je sais. Et donc on peut aussi comprendre finalement ceux qui se disent je veux pas devenir très très riche sur le très long terme, parce que je préfère aussi en profiter de mon vivant, quoi.
C'est vrai, et je pense que aujourd'hui, si tu veux, l'objectif va moins être de devenir riche, mais peut-être de ne pas être trop pauvre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans notre société dans les 20 ans à venir. On ne sait pas ce qui va se passer en termes de retraite. Tu vois, moi, j'ai 37 ans, donc je suis pas à la retraite avant 2050. Je ne sais pas si on aura beaucoup de retraites à ce moment-là. Aujourd'hui, l'immobilier est extrêmement haut, les obligations ne rapportent plus grand-chose, l'assurance vie, les rendements sont extrêmement faibles, donc on essaye de trouver des solutions pour pouvoir se créer de l'épargne, alors soit maintenant, plus rapidement pour pouvoir dépenser, soit dans 10-20 ans pour pouvoir compléter cette retraite. Et c'est amusant parce que c'est maintenant que j'arrive à l'approche de la quarantaine que je comprends pourquoi ceux qui ont 40-50 ans depuis 10-15 ans me parlent de la façon dont ils me parlent sur l'investissement à moyen terme, le compounding, le DCA, etc. C'est qu'en fait, au début, quand on va dans la bourse, on veut toujours faire du court terme. On veut toujours être plus fort que les autres. On veut toujours aller là où l'action se passe, un coup sur les cryptos, un coup sur les métaux, un coup sur les actions. Mais ça prend énormément de temps. C'est un métier et encore une fois, 80% des gens vont perdre. Et tu veux dire que potentiellement... et donc, plus je vieillis, plus je me dis, en fait, il faut faire du moyen terme sûr plutôt que de faire du court terme unsafe, pas sûr. Et je me dis qu'il faut allonger la durée d'investissement et plutôt que d'essayer de faire des coups, il faut essayer de profiter des intérêts composés et de mettre de l'argent tous les mois sur mes comptes et c'est chiant. Non mais je veux dire, non mais je fais pareil, mais en fait, pardon, je dis ça pourquoi ? Parce que en fait, quand t'as 20 ans et ceux qui nous écoutent qui ont 20 ans, il y a aussi des jeunes plus jeunes qui nous écoutent. En fait, c'est pas ce que t'as envie de faire, quoi. Quand tu vois, tu te dis, j'ai pas envie d'être un vieux avant l'âge, tu vois. Ouais, mais pourquoi on leur dit ça à ces jeunes ? Attends, je t'ai coupé. Non, mais tu vois... Pourquoi est-ce qu'on leur dit ça à ces jeunes ? Parce qu'on sait très bien qu'ils vont s'en prendre une. Ouais. Oui, c'est sûr. Et que si on avait fait ça, toi et moi, dès 20 ans, et si j'avais mis, pas de bitcoin à cette époque-là, mais 50 balles sur le bitcoin toutes les semaines, ou même tous les mois, je serais... Voilà. Et c'est vrai que quand tu te retournes et que tu te dis, bon, j'ai perdu 10-15 ans sur ce truc-là, c'est quand même un peu dommage, quoi. Et beaucoup, d'ailleurs, soit me disent, soit ils veulent flamber ou prendre des gros risques, soit ils me disent, ça m'intéresse pas. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas encore d'argent ou parce que voilà, des copines, certaines de mes employés, voilà, ouais, moi ça m'intéresse pas. Et en fait, moment tu dis mais intérêt ou pas, en fait, l'argent c'est quand même un peu ta vie aujourd'hui. Alors oui. Ça doit pas être ton intérêt. Quand je dis c'est pas le centre de ta vie, c'est pas ce qui doit nécessairement être. Je suis pas en train de dire que tu dois être obnubilé par l'argent, c'est pas le cas, mais c'est ce qui te permet d'éduquer tes enfants, de vivre dans un endroit, de partir en vacances, de te déplacer, enfin voilà. On va pas en philosopher, hein, mais... Ouais, mais j'avais la course comme ça quand j'étais jeune à la performance. Et puis, il faut vivre aussi des crises. Tu vois, sur les cryptos, certains ont vécu le nettoyage de 2017, 2018, 2019. Et je pense qu'ils ont appris à leurs dépens qu'il valait mieux voir sur le moyen terme, ne pas utiliser d'effet de levier, ne pas essayer de faire le gros coup parce que un de ces quatre, le marché nous rattrape. Si on pouvait éviter, en fait, à ceux qui nous écoutent et qui sont jeunes, de faire les erreurs du passé, mais j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde a besoin de se brûler la main pour comprendre que la plaque est chaude. Donc, on a beau donner toutes ces idées, toutes ces façons de faire, la diversification, être sur plusieurs classes d'actifs, ne pas prendre de risques, faire plus de moyen terme, c'est difficile pour les gens de le comprendre, mais plus le temps passe et plus je suis résolument positif là-dessus. Il faut que ce soit une stratégie, une philosophie d'investissement de long terme, et c'est très américain. En fait, on est complètement à la ramasse là-dessus, en France notamment, puisqu'on n'aime pas l'argent, et puis en Europe. Aux États-Unis, tu vois, tout le monde a des retraites en bourse, tout le monde a de l'argent en bourse, et plus la bourse monte, plus les gens s'enrichissent, et les gens sont confiants sur l'avenir. C'est le wishful thinking américain. Nous, en France, malheureusement, on est toujours un peu grippé. Ça fait 20 ans qu'on est dans la crise. C'est la crise hier, c'est la crise demain. On n'est pas positif. Donc c'est ça aussi qui fait que les gens ne sont pas confiants sur le fait d'investir sur le moyen long terme, ne comprennent pas que la bourse est un bon moyen de s'enrichir lentement mais sûrement. Ok. Bon, alors on voit comment on avance sur cette stratégie d'investissement. Dollar cost averaging, on l'a dit pas mal.
Je reviens sur cette prise de gain. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, sur une bonne partie de tout ça, pourquoi je fais ça et à quel moment je sors. C'est ça? Tu sors, toi Non. Non. Non, jamais. Jamais. Et en fait, je pense que le fait d'avoir des parts de société, que ce soit en bourse ou pas en bourse, des métaux, des cryptos, fait qu'il y a toujours une classe d'actifs qui surperforme et qui nivelle la performance des autres. Et quand on est diversifié, il peut arriver n'importe quelle crise, on va toujours avoir un panier d'actifs qui va un peu réguler le reste. Quand on est 100% sur une classe d'actifs, à la moindre crise, on va se faire totalement balayer. C'est pour ça que, pour moi, la diversification, c'est quelque chose d'assez important. Et l'année dernière, quand il y a eu le Covid, j'ai vu des centaines de milliers d'investisseurs arriver sur le marché. Et ils voulaient tous la même chose. Ils voulaient de la volatilité, des gains rapides. Et ils sont allés faire toutes les pires erreurs que pouvait faire le particulier en bourse. Et c'est à ce moment-là que j'ai instauré un concept que j'ai appelé le changement de logiciel. Le changement de logiciel, c'est de dire aux investisseurs français, allez sur des dossiers de qualité, allez sur des sociétés qui sont rentables, qui sont en croissance, focalisez-vous sur des actions qui sont haussières. Et puis, arrêtez de vouloir trouver le point bas sur des actions, arrêtez d'acheter des biotech qui peuvent perdre 80% en une journée, arrêtez de spéculer sur des valeurs qui codent 0,001 centime. Et donc voilà, ce changement de logiciel, c'était vraiment sortez du court terme, sortez de l'ultra spéculatif, arrêtez de chercher le point bas, essayez d'abandonner les biais cognitifs du débutant et allez sur ce qui fonctionne, allez sur ce qui monte, allez sur des boîtes solides, qui ont des belles histoires, aller sur du Air Liquide, des choses comme ça, plutôt que d'aller sur Europcar, qui est au bord de la faillite, en espérant qu'elle fasse un rebond technique de 30%. Très bien. Et ça, il faut le faire, en fait, tu as le droit de le faire, mais sur un tout petit, peut-être les 10% qui te restent de ton portefeuille où tu veux faire un peu n'importe quoi pour te faire plaisir. C'est ça. C'est pour tout ce qui est trading impulsif, pour ce qui est de nourrir ton envie de cliquer sur la souris, pour ce qui est de tous les traders qui lisent la presse le week-end et le lundi, au premier ordre, à 90% du temps, il est perdant. Parce qu'il y a l'envie de trader, l'envie de cliquer. Et c'est vrai que quand on suit Twitter, les news, BFM et autres, on est surinformé. Du coup, on a l'impression qu'il y a toujours des opportunités, qu'on manque toujours quelque chose. Et il faut peut-être essayer aussi de se réguler à ce niveau-là pour être un peu moins surinformé. Sur les introductions, toi, tu as des... En fait, il y a un moment, moi, j'avais cette impression que toutes les intros, elles montaient tout le temps. Alors, on a vu que c'est pas toujours vrai, mais est-ce que tu as retiré des introductions en bourse, pardon, les nouvelles, je sais pas, moi, des apprentissages récemment ou... J'avais les chiffres des introductions boursières. J'avais étudié ça avant l'introduction de FDJ. Ouais. Donc FDJ, ça doit faire un an et demi. Ouais. Ils vont pouvoir toucher leurs actions gratuites. 90% des sociétés introduites sur Euronext sur les 5 à 7 années qui ont précédé la Française des Jeux étaient en perte. 85% des actions étaient en perte après leur introduction boursière. En fait, faire des introductions en France ou en Europe n'est pas très intéressant. À part pour des dossiers extrêmement ciblés. Mais souvent, malheureusement, on a des sociétés qui vont se coter un peu sur de la hype, sur de l'hydrogène ou sur la blockchain ou autre. Ça va monter pendant une semaine et puis très souvent, ça va redescendre par la suite. On a des sociétés qui se cotent en bourse, qui se survalorisent un petit peu au démarrage. Donc, on a beaucoup plus d'histoires d'introduction avec des baisses de 2-3 ans, puis ensuite l'action, la société prend son envol et l'action redémarre, etc. Les intros boursières, c'est le grand écart entre la France et les États-Unis. Quand tu vas aux États-Unis et que tu fais les introductions boursières ou récemment les SPAC, tu pouvais faire d'énormes performances. Si tu fais toutes les intros en France, tu as un portefeuille rouge vif.
Gros dossier à venir sur les SPAC. Hein. Je vais en parler. Je vais chercher quelqu'un parce que je vois tout et son contraire. J'aimerais qu'on m'explique un peu ce que c'est dans le détail, ce qu'on en pense. T'as un avis préliminaire? Oh bah moi je pense que c'est une bulle en soi. Les SPAC, c'est un Special, c'est ça, acquisition, special purpose acquisition. Voilà, ok. Je vais trouver. Ok. Donc voilà, on introduit en bourse une coquille vide, en gros. On lui fait un chèque en blanc. On lui fait un chèque en blanc. Elle va faire des acquisitions dans un domaine prédéfini, et puis après, elle va essayer en agglomérant tout ça de faire un truc qui a une grosse valeur. C'est un phénomène en fait d'introduction boursière un petit peu différent de ce qui se faisait avant, et c'est devenu une mania. Company, Special Purpose Acquisition Company. Donc, yes. Très bien. Ouais. Et donc en fait, l'année dernière, on est dans de l'ultra liquidité, de l'ultra spéculation, des marchés qui sont au plus haut. Et là, on a pas mal de sociétés qui se disent ah tiens, si on se cotait en bourse maintenant, ce serait peut-être pas mal. Et elles se sont introduites via ce système des SPAC. Et pour la première fois, on a dépassé en termes de montant les introductions boursières qu'on avait fait il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans. On est en 2020 sur un record historique d'introduction boursière via les intros classiques et les SPAC. Mais là où le bas blesse, si tu veux, c'est que sur les 3 premiers mois de l'année 2021, les SPAC ont levé autant d'argent que pendant toute l'année 2020. J'ai vu ça quelque part, oui. Et là, tu sens bien que l'argent ne sait plus où aller, en fait. Et c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Pourquoi les cryptos montent aussi fort? Pourquoi les actions montent aussi fort? Pourquoi est-ce que les SPAC se sont tout envolés, du moins au démarrage? Eh bien, parce qu'il y a un montant de cash, de liquidité qui circule dans les marchés qui n'a jamais été aussi élevé. 16 000 milliards de dollars, hein, quand même. Mais je sais plus quoi faire de cette info. Tu vois, en fait, tu vois, je veux dire, on en parle ici, ça revient. Encore ce matin, je voyais je l'avais tweeté d'ailleurs, je crois, il y a pas si longtemps, mais alors c'était plus un ressenti, un cumul en une semaine, mais là c'était sur le mois d'avril, en private equity, enfin en levée de fonds, cette fois-ci surtout des startups françaises, on est presque à 1 milliard, ce qui est l'équivalent donc en un mois juste sur avril, de presque tout le premier trimestre 2021. Donc en fait, tu fais un x3. Ouais. Tu dis mais ok, il y a trop de cash. Donc il y a un moment, tout le monde se dit la fête sera finie. On en parle ici avec Marc Fiorentino. Ça va arriver. Qui va le payer? Est-ce que du coup c'est les chaises musicales en fait. Ouais. C'est les chaises musicales. Ça veut dire que tant que la musique bat son plein, on profite de la fête, on danse, on fait des gains, quelle que soit la classe d'actifs. Et puis le jour où la musique va se retirer, qu'on sera 1 million à vouloir s'asseoir sur 3 chaises, là, ça va être compliqué. Moi, j'ai envie d'être plus malin que les autres, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Si notre ami d'Enerfip, si vous l'avez pas écouté, j'aime assez son truc sur les énergies renouvelables. Il y a un truc sympa dans ce type d'investissement avec pas mal de garanties, des taux intéressants. Il y a peut-être des choses à faire là-dedans, mais c'est un secteur intéressant. Après, les énergies renouvelables depuis le début de l'année baissent beaucoup parce qu'en fin d'année dernière, elles s'étaient un peu trop envolées. Et puis, c'est des boîtes qui sont extrêmement leveragées, endettées, et avec la petite remontée des taux qu'on a à court terme, ça vient peser sur le secteur et elles sont délaissées. Mais elles reviennent peut-être à des zones de prix qui vont être intéressantes. Les françaises, pour ne citer qu'elles, Neoen, Albioma, Voltalia, sont des dossiers intéressants dans une optique long terme. Je serais d'ailleurs pas étonné que Total mette la main sur l'un des 3 dans les trimestres ou années qui viennent. Si je te suis sur Twitter, moi je te suis, mais pour nos auditeurs, qu'est-ce que je vais avoir à part un gros lot d'informations? Non, mais c'est quoi en gros l'importance? Parce que finalement cette vélocité, elle pourrait presque me stresser, tu vois. Oh, je me suis un petit peu calmé là. Pendant la période Covid et la période confinement, j'ai voulu apporter un maximum d'informations aux court-termistes, aux moyen-termistes et aux long-termistes. Donc je donnais des informations à 3 types de profils et en plus il se passait beaucoup de choses, donc je démultipliais les informations. Aujourd'hui, j'ai réduit le rythme et on va dire que je vais d'une part donner mon contenu, donc parler d'actifs, que ce soit l'argent, une crypto ou une action que j'aime bien. Je vais déceler quelque chose graphiquement ou fondamentalement qui me plaît, mais je vais aussi mettre en avant du contenu d'autres personnes. Xavier Delmas, avec lequel je travaille sur la chaîne Zone Bourse, certains analystes de Zone Bourse qui publient des articles intéressants. Et puis je vais aussi, pour quelqu'un qui découvrait Twitter, mettre en avant tous les comptes français intéressants.
Christophe Barrault, qui est un des meilleurs économistes prévisionnistes de la planète, qui est français, que je mets souvent en avant. Marc Fiorentino, on en a parlé, je le mets en avant. Donc j'essaye en fait, pour quelqu'un qui découvrirait Twitter et qui s'abonne à mon compte, de lui montrer toutes les personnes qu'il doit suivre ou qu'il pourrait suivre pour pouvoir avoir de l'info de qualité. Et puis à chaque fois qu'il y a un sujet à l'ordre du jour, que ce soit les taux, l'inflation, une banque centrale, les chiffres du chômage, je vais essayer de donner l'information le plus vite possible. Ok, écoute, on va te suivre alors. On va te suivre. Vous avez un podcast, Zone Bourse aussi, où on peut suivre Alors moi j'ai une émission hebdomadaire. Ouais. Sur la chaîne YouTube de Zone Bourse. Tous les mardis, avant 14h, je publie une émission qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Tout seul ? Tout seul. Ok. Ça fait près de 10 ans que je fais des webinaires boursiers, soit quotidiens, soit hebdomadaires. Voilà, là je trouve que j'ai trouvé un format pas mal du tout, puisque c'est une émission qui se fait en 2 grandes parties. La première partie, c'est les grands développements sur les différents marchés avec les explications. Il y a une partie top flop où je fais beaucoup de macroéconomie, ou du moins j'utilise tous les graphiques du moment les plus importants pour donner, par exemple, je te montre les publications d'entreprises qui sont supérieures aux attentes. Je te montre l'argent déversé par les banques centrales, l'argent levé par les SPAC, et graphiquement, voilà, de donner le tempo, de décrypter ce qui se passe sur les marchés. Après, il y a une deuxième partie dans l'émission où je vais analyser les graphiques d'une vingtaine de sociétés qui me sont proposées. Qui regarde ça, hein. Oui, il y a à peu près 20 000 vues toutes les semaines de cette émission. Et 50 000 abonnés sur YouTube, c'est pour Zone Bourse, ça, ok. Ouais. Très bien. Waouh, c'est beaucoup, ouais. Et donc, ouais, tu rentres dans les détails, beaucoup de... Il y a des boîtes, c'est que du graphique, il y a des boîtes, c'est du fondamental, il y a des boîtes, c'est des situations spéciales. M6, par exemple, est un dossier que j'aime beaucoup parce que il y a un rachat potentiel. Vivendi est un dossier intéressant parce qu'ils vont vendre Universal Music le mobile et puis que Bolloré est dedans. Et si tu veux, en bourse, on dit souvent... The trend is your friend. Et j'ajoutais and Bolloré tout. Quand tu as un millionnaire, un milliardaire avec toi sur un investissement, ça peut être pas mal. Je joue en ce moment, je suis que sur ça, des situations spéciales. Tu vois, des sociétés sur lesquelles il y a eu des OPA avortés qui pourraient reprendre, des sociétés qui pourraient être achetées. On est un peu en manque d'idées, donc voilà, je vais sur des situations comme ça. Et ça, je trouve ça assez passionnant parce que au-delà en fait, quand tu rentres dans ces choses-là, moi, c'est ce qui me plaît, au moins dans la bourse, c'est quand tu reconnectes avec des situations réelles, quoi. Tu vois, c'est que moi, je me souvenais quand je suivais justement Bolloré dans des secteurs que je connaissais plus à l'époque, qui était quand il était il était chez Cara, qui était le gros concurrent d'Havas. Finalement, aujourd'hui, il a racheté Havas, etc. Et ça, c'est des sortes de feuilletons Netflix en soi, en fait. Hein. Je veux dire, quand tu suis ça de l'intérieur, un peu de l'intérieur, même de l'extérieur, mais que tu suis bien le secteur, c'est assez cool. Donc, très bien. Bah, écoute, on te suit du coup un peu partout sur Twitter et sur YouTube. C'est une bonne idée si tout ça vous intéresse. T'as une petite martingale, toi, un petit plaisir sur lequel je pose ma question à mes invités souvent, ou un endroit où tu recommanderais, si tu devais dire à ta maman, tiens, regarde ce truc. Une émission que j'aime beaucoup. Non, pardon, un endroit où tu investis spécifiquement, je sais pas moi, un truc qui sort de nulle part et que tu pourrais soit une martingale, soit j'aurais dû te poser cette question avant pour que tu la prépares, mais tu vois, une crypto, un métaux, une action spécifique, justement, M6, hein, peut-être que c'est ça, mais... À court terme, pour les semaines, mois qui viennent, ce serait M6, pour quelqu'un qui fait de l'investissement sur action. Et après, à moyen long terme, ma martingale à moi, c'est l'argent. C'est les cours de l'argent. L'or est haussier, en fait. L'or est très haussier sur les 15-20 dernières années. L'argent lui emboîte le pas et dans les phases de hausse des métaux, il se trouve que l'argent peut aller 3 fois plus vite que l'or. Un peu comme l'Ethereum et le Bitcoin récemment. D'accord. Tu vois, c'est le petit qui prend le pas sur l'autre. Et je trouve intéressant l'argent parce qu'il permet de jouer beaucoup de problématiques. Il permet de jouer l'industrie, certes, donc la croissance, mais il permet aussi de jouer les métaux précieux, donc la protection et la diversification.
Et je pense que les banques centrales vont continuer d'imprimer, que la Banque centrale américaine va continuer de faire du quantitative easing, de pressuriser le dollar, et qui dit baisse du dollar dit hausse mécanique des métaux à moyen long terme. En plus de ça, tu as suivi les affaires de Reddit, Wall Street Bet. Tu sais qu'ils s'étaient attaqués à GameStop. Ouais. On parlait beaucoup de corners potentiels sur les cours de l'argent qui seraient potentiellement manipulés par JP Morgan depuis des années. D'accord. C'est-à-dire que si à un moment donné, tous ceux qui étaient sur l'argent demandaient à être livrés du physique, ça pourrait très vite être problématique. Et je ne serais pas étonné, du moins... Tu vois, c'est un peu comme un choix de dire j'investis pendant 5 ans ou 10 ans sur les cryptos. Moi, je me suis dit, je vais investir pendant 5 à 10 ans sur l'argent parce que un jour, je verrai bien une situation de corner se mettre en place. Ça veut dire qu'on a un flux d'achat absolument énorme, des vendeurs qui sont obligés de se racheter, une liquidité qui est extrêmement réduite. Ça fait penser au Bitcoin aussi. Et ça, c'est ma martingale en ce moment. J'aime bien ça. Et l'argent, ça s'achète comment? Donc, tu me dis en physique, c'est compliqué, ça prend beaucoup de place, mais en papier... Tu peux acheter du physique. En ETF, tu peux acheter un ETF très simple qui est le SLV pour Silver et qui se met dans un compte titre, un CTO. Parce que le problème des métaux, c'est qu'on ne peut pas en mettre en PEA. Et puis après, mais c'est un peu plus compliqué, trouver des minières. Mais je préfère acheter l'argent et donc acheter tout simplement un tracker, un ETF. Et puis des pièces. Des petites choses qui pourront être données, tu sais, à des enfants ou des petits-enfants comme nous, on nous donnait un Napoléon quand on avait de la chance. Par exemple, là, je vois iShares Silver Trust ou quelque chose comme ça. Ouais. Je sais pas si ça marche. Ça, c'est un ETF SLV. Ouais. Ok. Intéressant. Écoute, super épisode, merci Nicolas. Merci beaucoup Mathieu. Donc sur Zone Bourse, on te suit. Je vais avoir la Ivy League, le Hall of Fame de toutes les personnes qu'il faut avoir sur ce podcast, la martingale. J'espère que ça vous plaît, que vous apprenez autant que nous. On était sur un peu de culture générale aujourd'hui, un peu de révision des bases, mais j'ai adoré ça. Notamment des bases aussi et des on va être incollable sur tous les acronymes. Donc c'est chouette. Je me régale grâce à toi, grâce à des invités semaine après semaine. Donc merci Nicolas. C'est moi qui te remercie. C'était un honneur de passer dans cette belle émission et puis continue de nous enchanter avec ces beaux podcasts. Merci. J'espère que n'hésite pas à m'envoyer des gens. On cherche toujours des choses, des nouveaux sujets, des choses à approfondir. Donc c'est chouette. Une durée un peu plus longue que prévu. On a passé l'heure, mais bon voilà. Merci Nicolas. Merci beaucoup. À vous bientôt. Tous, je vous remercie aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ce podcast tient ses promesses. Je rappelle à chaque fois quand même, pas toujours d'ailleurs, mais de temps en temps que voilà, sa martingale, la martingale de Nicolas, c'est la martingale de Nicolas et c'est pas forcément la bonne. Voilà, chacun la sienne. Faites-vous vos propres convictions avec tout ça. On parle d'argent. Moi, je veux absolument pas, et mes invités non plus, vous donner de conseils et voilà, prendre de responsabilités sur tout ça. On veut juste se renseigner, essayer d'ouvrir et d'éclairer un peu vos choix à vous. Tu me dis que 500 000 personnes qui investissent, c'est 500 000 personnes différentes qui font des choix différents. Voilà. Donc, souvenez-vous bien de ça. Et puis pareil, si vous avez des bonnes idées de sujets, n'hésitez pas. Il y a Laura qui m'aide à produire ce podcast. Et puis abonnez vos amis aussi de force. Tiens, à la martingale, il y a plein de gens qui le découvrent encore. Et c'est chouette. Je vous remercie pour tout ça. Ah, Nicolas veut ajouter un truc. Pour tous ceux qui aiment le fondamental et pour tous ceux qui veulent un petit peu connaître les enseignements des grands gérants américains, je voulais faire une petite dédicace à l'équipe de Master Bourse. Ouais. Il fait un très beau travail sur Internet, parce que tu me demandais qui pourrait venir. Ouais. Je pense que ce sera lui, Master Bourse. un de tes prochains invités. C'est vraiment des spécialistes de l'analyse fondamentale. Et sur leur site, ils ont fait une sorte de package avec 12 livres qui sont les 12... plus grands succès écrits par des auteurs américains, Peter Lynch, Benjamin Graham, etc. Et qu'ils ont traduit et créé dans des fiches. Okay. Et c'est un travail titanesque. C'est très peu cher. Je crois que c'est une centaine d'euros ou 200 euros pour avoir ces 12 bouquins traduits, etc. Et ils font un travail magnifique. Donc voilà, je voulais leur faire une petite dédicace. Et ben, on va mettre le lien directement sur
la Martingale, ils nous même feront une petite rétro-commission à toi, à moi, qu'on investira, je sais pas où, dans de l'argent. En Dogecoin. Voilà. Et puis voilà, je vais trouver le lien avec Nicolas, on leur en parlera, on les invitera aussi. Mais j'adore ce genre de choses parce qu'en effet, on me demande souvent les livres qu'il faut avoir et j'en ai lu quelques-uns, mais faut quand même s'envoyer, quoi. Je veux dire, quand c'est pas ton métier, j'avais fait notamment ce livre de comment il s'appelle ce grand gourou américain du Tony Robbins, qui a fait un livre sur le Money Master the Game, qui est pas mal. Il y en a pas mal d'autres, mais en effet, tous ces vieux concepts, faut se les fader, comme diraient nos amis du Sud, quoi. Il y a beaucoup de livres qui sont en anglais, il y a beaucoup de livres qui sont longs. Là, en gros, les livres sont synthétisés en 20 pages et c'est extrêmement lisible et simplifié. Donc, plutôt que d'aller à l'extrême facilité, d'aller trop vite, faire de la crypto, faire des choses volatiles, et ne pas forcément comprendre ce que l'on fait, prendre le temps de s'informer, de se former, de lire et de revenir aux grands principes qui ont fait la fortune des plus grands milliardaires américains, me semble indiqué. Pas con. On y va. Merci Nicolas Chéron. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.